Pister, suivre, menacer, tourmenter, c'est du harcèlement. Joy a commencé à recevoir énormément d'appels qui raccrochaient. Le harceleur lui envoyait des cartes en lui racontant ce qu'il allait lui faire. Une femme innocente est terrorisée par un inconnu sadique. Qui cela peut-il être? Et jusqu'où ira-t-il? Il dit par exemple, tu ne reverras plus jamais ta fille. Ça la terrorisait. Sa fille était tétanisée de peur. Alors que les menaces vicieuses continuent, le FBI essaie de localiser le harceleur. Il faut trouver quelqu'un qui aurait un mobile, quelqu'un qui ne vous aime pas, qui est jaloux de vous. Il s'était lancé dans un crime odieux, salace et dangereux. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pour Vanity Fair, la journaliste Linda Wolf a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Amour et obsession ». Le voici en images. Tout commence par une journée ordinaire du mois d'octobre 1992. Joy Silverman, éminente new-yorkaise mondaine, attend chez elle sa fille Jessica, âgée de 14 ans, qui doit rentrer de l'école. Je suis la personne qui a sans doute passé le plus de temps avec elle. Joy Silverman avait les pieds sur terre. C'était une maman aimante. Tout à coup, le téléphone sonne et Joy Silverman est confrontée à un cauchemar que redoutent toutes les mères. Un homme l'appelle et la menace de kidnapper sa fille si elle ne lui remet pas $20 000. Il profère des insanités comme « Tu ne reverras plus jamais ta fille ». Cet individu modifiait sa voix à l'aide d'un transformateur de voix pour ne pas que Joy sache qui il était. Elle m'a donné les détails de son appel téléphonique. Il prenait plaisir à infliger cette angoisse à Joy Silverman. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Ça la terrorisait. Sa fille était tétanisée de peur. Joy Silverman et sa fille se blottissent l'une contre l'autre, terrorisées et seules dans leur appartement de Park Avenue. Joy, mère célibataire, n'a aucune idée de qui peut bien la menacer et pourquoi. Janet, la mère de Joy, l'a élevée seule, sans aucune aide de la part de son père. La mère de Joy était très belle et elle a tapé dans l'œil du grand promoteur immobilier Bibbs Wolossoff, qui en est tombé éperdument amoureux et qui l'a épousée. La mère de Joy était la maman par excellence. Elle consacrait tout son temps, son énergie et son amour à Joy. Tout cela a enrichi la vie de Joy, à tel point que lorsque sa mère est décédée tragiquement, elle est restée avec un grand vide dans sa vie, une grande perte. Avant le décès de Janet, Bibbs Wolossoff promet à sa femme mourante qu'il veillera toujours sur Joy. Bibbs Wolossoff était le patriarche bienveillant dans la vie de Joy. Le beau-père de Joy Silverman décède et laisse un trust à Joy. Joy ne s'y attendait pas, mais elle était contente d'en bénéficier. Parce que dans son enfance, elle avait connu une situation financière extrêmement instable. Wolossoff désigne comme exécuteur testamentaire de ce trust l'un des hommes les plus respectés de New York, Saul Watchler, le juge en chef de la cour d'appel. Bibbs Wolossoff a demandé à son cousin par alliance, le juge Saul Watchler, d'être l'exécuteur testamentaire de sa succession et de gérer les fonds du trust. Saul Watchler a gravi les échelons de la cour d'appel de New York pour en devenir le juge en chef. C'était un homme important. Il était craint. Il était respecté. On ne touchait pas à Saul Watchler.
Le juge Wachtler et sa femme Joan fréquentent souvent les sommités de la sphère juridique, les hommes d'affaires et les notables les plus importants de l'État de New York. Le bruit court que Saul Wachtler est un candidat potentiel au poste de gouverneur en 1994. Et Joan est l'épouse parfaite pour un homme politique. Il a rencontré Joan par l'intermédiaire d'un ami à lui. Elle était très belle, elle était riche, ce qui n'était pas non plus pour lui déplaire, et ils sont tombés amoureux. Ils ont décidé de s'installer à Great Neck, sur Long Island, où Joan avait grandi. Ils ont acheté une maison là-bas et ils ont commencé à fonder une famille. Ils ont eu 4 enfants. Le juge Wachtler n'était pas seulement apprécié, il était aimé et pour cause. C'était un père formidable et une personne remarquable. Joy considérait Saul comme un mentor. Il connaissait Joy depuis qu'elle était petite. Il gérait son argent. Je crois que Joy avait environ 20 ans de moins, et elle est devenue une présence dans la vie du juge. Saul Wachtler continue à exercer son rôle de conseiller financier auprès de Joy, même après son mariage avec un autre éminent new-yorkais. En 1977, Joy épouse Jeffrey Silverman. Il travaillait dans l'immobilier. Joy a eu un enfant avec Jeffrey. Mais malheureusement, le bébé n'a vécu qu'environ 10 heures. Et finalement, ils ont adopté une petite fille nommée Jessica. Mais Joy ne tarde pas à réaliser que sa vie de couple n'est pas celle dont elle avait rêvé. Joy soupçonnait fortement Jeffrey d'avoir une liaison. Lorsque Joy et Jeffrey Silverman décident de se séparer, le juge Wachtler, le conseiller de confiance de Joy, est la première personne qu'elle consulte. Elle cherche à faire quelque chose de sa vie. Et Saul lui conseille de se lancer dans la politique. Elle est finalement devenue collectrice de fonds pour George Bush père. Elle était très brillante dans cette tâche. George Bush et Barbara l'apprécient. Alors il commence à l'inviter assez souvent à la Maison-Blanche. Quand Bush a remporté les élections, elle a dit à Saul, « Qu'est-ce que je fais maintenant, Saul ?» Il lui a répondu, « Eh bien, tu vas devenir ambassadrice, c'est la récompense. » Joy aspirait à devenir ambassadrice de la Barbade. Elle a été nommée par le président élu George Bush. Cette annonce a été l'objet de railleries et de moqueries dans la presse. Les gens trouvaient sa nomination scandaleuse. Ils criaient au népotisme. Un an après avoir vu ses ambitions politiques anéanties, Joy Silverman commence à se faire harceler. La déception de Joy fait peu à peu place à la terreur. Joy a commencé à recevoir énormément d'appels où la personne au bout du fil raccrochait. C'était en permanence. Ça n'arrêtait pas, ça a duré des mois. Elle ne savait pas qui ça pouvait être. Ça a commencé par des coups de fil où la personne raccrochait, histoire que la victime sache que quelqu'un l'observait et savait où elle était. Puis elle se met à recevoir des lettres. Le harceleur envoyait à Joy Silverman des cartes salaces, dégoûtantes et obscènes. Il lui racontait ce qu'il allait lui faire. Il lui faisait des remarques sur elle, sur ses caractéristiques physiques. Les détails intimes qui figurent dans nombre de ces lettres ne peuvent avoir été écrits que par quelqu'un qui connaissait Joy Silverman. Des détails personnels y sont mentionnés, comme son adresse, l'endroit où se trouve sa maison de vacances et la couleur de l'édredon posé sur le lit, qui montrent qu'il est entré et qu'il cherche à l'intimider et à l'effrayer au plus haut point. Jessica et elle étaient tellement terrorisées qu'elles ont commencé à dormir ensemble. Elles étaient totalement rongées par la peur. Joy a attendu 1 an avant d'alerter les autorités. Il y a probablement plusieurs raisons à cela. D'abord, Joy s'imaginait que ce harcèlement s'arrêterait peut-être tout seul. Et puis elle était effrayée. Elle était intimidée.
Le 11 mai 1992, pratiquement un an après le début du harcèlement, Joy Silverman reçoit une enveloppe adressée à sa fille. Il a envoyé une carte à Jessica et heureusement, c'est sa mère Joy Silverman qui l'a interceptée. Elle l'ouvre. C'est une carte qui représente un mignon petit chaton en train de renifler une fleur. Et à l'intérieur, il y a un préservatif emballé et un message qui dit « Attention à ce que ton petit copain utilise ça avant que vous ne le fassiez. » Jessica avait 14 ans. Joy était furieuse, dévastée et terrifiée. Elle ne voyait pas qui pouvait bien menacer sa fille. À partir du moment où le harceleur s'en est pris à sa fille, la gravité de la situation était décuplée. Depuis un an, Joy Silverman a reçu des appels téléphoniques troublants et plus d'une douzaine de messages écrits obscènes en provenance d'un inconnu. Pister, suivre, menacer, tourmenter, infliger tout ça à une personne dans le but de la contrôler et de la terroriser, c'est du harcèlement. Quand Joy a ouvert la lettre adressée à sa fille Jessica, qui avait 14 ans à l'époque, et qu'elle a vu que la carte contenait un préservatif, elle a tellement paniqué qu'elle a fini par craquer. Elle a appelé le FBI. Elle avait des contacts haut placés. On dit même que l'appel au FBI a été passé par George Bush. Quand Joy Silverman est venue dans notre bureau, elle a apporté tout ce qu'elle avait reçu. Nous avons analysé les lettres pour voir si nous pouvions détecter d'éventuelles empreintes digitales. Mais nous n'avons trouvé aucune empreinte parmi toutes les pièces que nous avons examinées dans notre laboratoire. Sans preuve tangible pour identifier le harceleur, les agents se concentrent sur une liste de suspects plausibles qui pourraient en vouloir à Joy Silverman. Les agents du FBI présentent une série de suspects à Joy. Il faut trouver quelqu'un qui aurait un mobile, quelqu'un qui ne vous aime pas, qui est jaloux de vous. Elle avait des personnes qui travaillaient pour elle. Les avait-elle contrariées ou énervées d'une façon ou d'une autre? Tout son entourage fait quasiment figure de suspect. Alors que les agents commencent à interroger les personnes susceptibles d'avoir des raisons de tourmenter Joy Silverman, un mystérieux individu se présente de manière inattendue à son immeuble de Park Avenue. Il parle au concierge, apprend qu'elle est sortie et dit à son interlocuteur « Dites-lui que David Purdy est passé la voir. » Joy Silverman ne connaît personne du nom de David Purdy. Nous avons interrogé le gardien. Il a déclaré que c'était un vieil homme, petit et râblé, et qu'il portait un chapeau de cow-boy. David Purdy était édenté, bossu, sale. Il avait tout pour dégoûter une femme. Et ensuite, Joy a commencé à recevoir des appels de ce David Purdy. C'était un type louche qui racontait à Joy qu'il était détective privé au Texas. Purdy lui envoie une série de lettres. Il prétend détenir des photos embarrassantes de Joy et il menace de les divulguer si elle ne fait pas exactement ce qu'il lui demande. David Purdy exige que Joy Silverman fasse une annonce dans le journal concernant un bulldog perdu répondant au nom de David. Et il demande à ce qu'elle mentionne un numéro de téléphone dans son annonce. Ce qu'il exige, c'est une ligne téléphonique dédiée afin de pouvoir la contacter. Cela dans le but d'exercer encore plus de contrôle sur elle, de resserrer son emprise. Elle a peur, elle n'a pas d'autre choix que de le faire. Les agents localisent le mystérieux détective privé du Texas. Nous avons contacté nos collègues de Houston. Nous avons appris qu'il y avait effectivement un David Purdy installé comme détective privé. Mais la description du David Purdy dont nous disposions ici ne correspondait pas.
S'il ne s'agit pas de David Purdy, alors qui est cet homme qui s'est présenté à son domicile? Et hormis terroriser Joy Silverman et sa fille, quelles sont les véritables intentions du harceleur? Le FBI a décidé de laisser Joy suivre les instructions de ce Purdy. Elle allait prendre ce numéro, ils allaient l'aider à passer l'annonce et pourraient ainsi tracer et localiser les appels. Très vite, en l'espace de quelques jours, on est devenu plus impliqué dans la vie de Joy. On s'appréciait beaucoup. Je suis devenue son principal contact. Les agents du FBI avaient briefé Joy sur ce qu'elle devait dire. Ils lui avaient dit combien de temps elle devait rester au téléphone. L'objectif de le garder au téléphone était de prouver et d'enregistrer la menace. Quand nous avons reçu le premier appel sur cette ligne dédiée, la personne s'est contentée de raccrocher. Alors nous avons tracé l'appel et il se trouve qu'il venait d'un téléphone portable appartenant au parquet de New York. Le numéro de téléphone qui avait émis l'appel sur la ligne dédiée de Joy Silverman correspondait au numéro de Saul Wachtler. Saul Wachtler, le conseiller de confiance de Joy Silverman et l'exécuteur testamentaire du trust de plusieurs millions de dollars dont elle est bénéficiaire. Joy était atterrée. Jamais elle n'aurait pu imaginer, personne n'aurait pu imaginer d'ailleurs, que le juge en chef de la cour d'appel de New York puisse être l'auteur de harcèlement téléphonique de bas étage. Non seulement on savait qui il était au sein du parquet de New York, mais le bruit courait également qu'il allait présenter sa candidature au poste de gouverneur de l'État de New York. Pourquoi? C'est là que le FBI apprend que Saul et Joy ont eu une liaison. 4 ans plus tôt, Saul Wachtler et Joy Silverman se rencontrent comme ils le font souvent, pour discuter de ses finances et de son intérêt pour la politique. Pendant de nombreuses années, leur relation s'en est tenue à une relation professionnelle. À l'époque, Saul était marié à Joan, mais ils ne passaient pas beaucoup de temps ensemble. Il était très souvent à Albany. Un jour, au mois de février, il y a une tempête de neige. Il est censé prononcer un discours lors d'un déjeuner, et à sa grande surprise, Joy y est présente. Au moment de partir, elle lui prend la main, et il ressent cette décharge électrique lui parcourir le corps. Il se met alors à la regarder différemment. Joy était vraiment amoureuse de lui. Elle trouvait que c'était quelqu'un de remarquable. Il a toujours considéré avec mépris les législateurs à Albany qui avaient des maîtresses. Et maintenant, voilà qu'à son tour, il a envie de faire la même chose. À partir de ce moment-là, il est tombé éperdument amoureux de Joy. Je pense qu'ils étaient tous les deux très seuls et qu'ils se sont trouvés. Saul Wachtler, 57 ans, et Joy Silverman, 40 ans, continuent à se voir pendant 3 ans. Joan, la femme du juge, ignore tout de leur relation. En 1990, Joy et son mari Jeffrey se séparent. Joy voulait vraiment que Saul l'épouse. Et elle a commencé à lui demander, peut-être avec un peu trop d'insistance, quand il comptait quitter Joan. Il botte en touche et il lui dit qu'il le fera à la fin du week-end de la fête du travail, début septembre en 1990. Il l'a appelé à la fin de l'été pour lui dire « Joy, je vais divorcer et je vais t'épouser ». À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il était prêt à tout plaquer pour épouser cette femme qu'il aimait. Et tout à coup, il a annoncé à Joy qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau. Joy était effondrée. Elle l'aimait follement. Elle ne voulait pas qu'il meure. Alors il dit à Joy, « Joan est prête à s'occuper de moi. » Et il ajoute, « Tu ne vas pas t'encombrer d'un vieil homme malade. » Il l'a encouragée à sortir avec quelqu'un d'autre. Donc, après leur rupture, Joy a commencé à fréquenter un autre homme.
Elle a eu une liaison avec David Sampson. À cette époque, c'était un éminent avocat du New Jersey. C'est à peu près au moment où Silverman et Sampson entament leur liaison que Joy commence à recevoir ces appels téléphoniques troublants. Le FBI a tracé le dernier appel et est ainsi remonté au téléphone personnel du juge Saul Watchler, le plus puissant juriste de l'État de New York. Ils abordent la prochaine étape avec prudence. Saul Watchler est une sommité. Ça semblait presque impossible que quelqu'un comme lui puisse harceler Joy Silverman. Le FBI ne rejetait pas le fait que ça puisse être le juge. Mais il était plus enclin à penser que quelqu'un d'autre essayait de piéger Saul Watchler. Depuis plus d'un an, un individu harcèle Joy Silverman, mondaine de Manhattan. Les agents du FBI, en traçant les appels téléphoniques, ont identifié le juge Saul Watchler comme suspect potentiel. Watchler, le juge en chef de la Cour d'appel de New York, est également l'exécuteur testamentaire des fonds du trust dont Joy Silverman est bénéficiaire et qui s'élève à plusieurs millions de dollars. Joy Silverman est seule chez elle lorsqu'elle reçoit l'appel de l'homme qui prétend être un détective privé du Texas nommé David Purdy. Et cette fois, son message est terrifiant. David Purdy appelle Joy. Il a maquillé sa voix à l'aide d'un transformateur de voix électronique et il lui réclame $20 000, sinon il enlève sa fille Jessica. Le crime a pris une tournure beaucoup plus grave quand il a menacé de kidnapper la fille de Joy. J'étais là et j'écoutais le ton de ses menaces. Il était en colère. Et j'ai vu la réaction de Joy Silverman, le genre de réaction que l'on peut avoir quand quelqu'un menace d'enlever votre fille. Joy était terrifiée. Jessica était plus que sa fille. C'était un don du ciel. Sa première fille était décédée 10 heures seulement après sa naissance. Alors Jessica était toute sa vie. David Purdy déclare que si elle lui verse $20 000, le harcèlement cessera. Le FBI trace l'appel et découvre qu'il a été émis depuis une cabine téléphonique. L'agent Kari Brzezinski et son coéquipier se précipitent sur place. On arrive, il y a une cabine téléphonique et personne autour. On décide de couper les câbles de la ligne téléphonique et d'emporter le combiné comme preuve. Ils sont pleins d'espoir et ils prennent le combiné pour analyser les empreintes. Nos experts du département d'empreintes digitales analysent le combiné et identifient une empreinte digitale appartenant à Saul Watchler. Il le tenait. Saul Watchler était David Purdy et il était la personne derrière cette extorsion. Mike Chertoff, le procureur fédéral, était totalement sidéré et il a exigé que rien ne soit laissé au hasard, que tous les détails soient minutieusement pensés avant d'appréhender le juge en chef de l'État de New York. Chertoff dit qu'il veut attendre de coincer Watchler au moment où il organisera le dépôt de la somme d'argent. Saul Watchler, sous le pseudonyme de David Purdy, contacte de nouveau Joy. Cette fois, il lui donne des consignes pour les $20 000. Il veut récupérer la somme le 7 novembre 1992. David Purdy avait décidé que ce salon de beauté, qui se trouvait au coin de la rue de Joy Silverman, serait l'endroit où se ferait le dépôt d'argent. David Purdy avait ordonné à Joy Silverman de faire livrer son argent par son gardien. Il devait se rendre à pied au salon de beauté et déposer l'enveloppe dans un endroit bien précis. Quelqu'un allait venir récupérer l'argent. Mais qui? Serait-ce Saul Watchler ou quelqu'un d'autre qui agirait pour le compte de Saul Watchler? On ne savait pas.
Le FBI file Wachtler. Les agents sauront bientôt le fin mot de l'histoire. Il est dans le nord de l'État de New York, mais il prend sa voiture et commence à rouler en direction de Manhattan. Quand il arrive près de la 2nd avenue, pas exactement là où habite Joy Silverman, mais à proximité, il sort de sa voiture et se dirige vers son coffre. On entend les communications radio et les agents expliquent qu'il met un chapeau de cow-boy, puis une sorte de cravate western, et il enfile un long imperméable. Il devient David Purdy. Mais David Purdy ne manifeste aucune intention de récupérer l'argent. Les agents l'observent en train de héler un taxi et de donner au chauffeur quelque chose qui ressemble à une enveloppe. Le taxi démarre. Saul Wachtler remonte dans son véhicule. Les unités de surveillance suivent le chauffeur de taxi qui se rend chez Joy Silverman. Les agents du FBI interceptent le message lorsqu'il arrive chez Joy. Ils l'ouvrent et le lisent. En résumé, la lettre de David Purdy disait « Tu crois que tu peux m'acheter avec 20 000 $? Ça va te coûter 200 000 $ et t'as intérêt à les payer, sinon je te conseille d'aller dire bonne nuit à ta fille parce que tu ne la reverras jamais. » Ce harcèlement ne cesserait pas. Et c'est ce que le bureau du procureur fédéral avait besoin d'entendre pour finalement autoriser son arrestation. Les agents du FBI suivent le juge Wachtler à la trace. Après avoir donné son mot au chauffeur de taxi, il a emprunté la voie express de Long Island avec les agents du FBI à ses trousses. Et il a passé un appel à sa femme, Joan, depuis le téléphone qu'il avait dans sa voiture. « Joan, tu veux des bagels ?» Et Joan a répondu « Oui, je veux bien. » Le juge ignorait qu'il était suivi. Une autre équipe d'agents supervise la poursuite depuis le bureau du procureur. Il y avait 7 ou 8 agents du FBI et moi-même. J'étais la seule journaliste présente. On suivait sur les écrans le parcours de Saul sur la voie express de Long Island. Et je dois dire que le suspense était insoutenable. Alors que Joy Silverman attend la nouvelle de son arrestation, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Saul Wachtler, l'homme en qui elle avait confiance, l'homme qu'elle a aimé et admiré, a pu faire une chose pareille. Les agents du FBI sont convaincus que le juge Saul Wachtler est l'homme qui harcèle Joy Silverman et qui a menacé la vie de sa fille de 14 ans. À présent, il est en route pour rejoindre sa femme, mais il ignore que l'étau des agents fédéraux se resserre. Saul prend la sortie et à ce moment-là, les voitures de police convergent sur lui. Les agents du FBI sautent du véhicule et l'encerclent. Joy était dans le secret de cette poursuite. Pour elle, cette arrestation marquait la fin d'une véritable torture psychologique. Joan était effondrée, mais c'est une femme très loyale et elle décide de soutenir son mari dans cette épreuve, coûte que coûte. Cette histoire était sidérante. Voilà le juge en chef de la Cour d'appel de New York, la juridiction la plus élevée, qui se retrouve impliqué dans une affaire de harcèlement, un crime odieux, salace et dangereux. Il a été contraint de démissionner de la Cour et il a vu sa carrière ruinée. Je ne comprends toujours pas comment un homme de cette stature a pu faire une chose pareille. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à agir ainsi ? Tout a commencé quand elle a entamé sa liaison avec David Sampson. Le but de cette affaire insensée était le suivant. Le juge Wachtler pensait qu'elle serait tellement effrayée par ces menaces qu'elle s'adresserait à la personne la plus puissante qu'elle connaissait, à savoir lui-même, pour lui demander de l'aide. Et une fois qu'elle se serait tournée vers lui, elle retomberait dans ses bras. Tel était son plan.
Un scénario digne d'un mauvais film de série B. Fait encore plus étrange, Saul Watchler avait déclaré à Joy Silverman qu'il était en train de mourir d'un cancer du cerveau. Or, ce n'est pas vrai. Il n'avait pas de tumeur cérébrale. Il n'allait pas subir une opération de neurochirurgie. Quand les agents du FBI ont révélé la nouvelle à Joy, elle était abasourdie et complètement incrédule. La famille de Saul que j'ai interviewée déclare qu'il essayait de se débarrasser de Joy et que c'est pour ça qu'il avait inventé cette histoire de tumeur cérébrale. La dernière chose qu'il voulait, c'était un divorce. D'abord, il ne voulait pas briser sa famille. Ensuite, il s'apprêtait à poser sa candidature pour le poste de gouverneur. Et un divorce n'était pas recommandé quand on briguait un poste politique au placé. Il s'est dit que s'il lui racontait qu'il avait une tumeur au cerveau, elle le quitterait. Saul Watchler a plaidé non coupable pour cause de démence. Watchler est admis dans un hôpital de Long Island pour être évalué. Plusieurs psychiatres et psychologues ont étayé cette défense fondée sur l'aliénation mentale. Et d'abord, ils ont dit qu'il était tellement déprimé qu'il était en quelque sorte malade mentalement et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et le deuxième argument qu'ils ont avancé, c'est qu'il avait consulté des tas de médecins parce qu'il se sentait déprimé et qu'il n'arrivait pas à dormir et que ces médecins lui avaient prescrit des comprimés. Et donc, à cause de ces médicaments, il était dément d'un point de vue juridique et il ne pouvait pas se rendre compte de ce qu'il faisait. Les procureurs font appel à leur propre équipe de médecins pour examiner l'aptitude mentale de Watchler. J'en ai conclu que le juge Watchler souffrait d'un mal d'amour et était désespéré de perdre cette femme. Mais le mal d'amour n'est pas un diagnostic psychiatrique. Quand j'ai rencontré le juge, c'était une personne incroyablement impressionnante. Il est extrêmement intelligent. D'un côté, et c'était vrai la plupart du temps, il agissait comme un juge et un juriste hautement compétent, qui avait tout sous contrôle. Et pourtant, de l'autre côté, il nourrissait une terrible obsession pour Joy Silverman. Il a dit que c'était plus fort que lui, mais il était capable de discerner le bien du mal. Il n'était pas psychotique. Le juge Watchler n'avait pas de maladie mentale reconnue juridiquement. Par conséquent, la défense basée sur l'aliénation mentale n'était pas valable. It's the kind of case that might have come before Judge Saul Wachtler in his capacity as Chief Judge of New York State's highest court. This time, however, the judge is the defendant. Saul a fini par plaider coupable. Il n'avait pas le choix. Il le tenait. Et au tribunal, il pleurait. Il était terriblement honteux. Il s'est excusé auprès de sa femme, de Joy et des personnes qui lui avaient témoigné leur confiance et qui avaient cru en lui. Il paraissait totalement brisé. Tandis que Saul Watchler voit sa réputation détruite dans la salle d'audience, Joy Silverman subit son propre procès face au tribunal de l'opinion publique. Je n'étais pas préparée à ce qui allait attendre Joy Silverman. Les conséquences de cette affaire ont été aussi éprouvantes que le harcèlement en lui-même. Les médias ont commencé à décrire Joy Silverman comme une croqueuse de diamants qui cherchait à être avec Saul Watchler pour son pouvoir. Ils la dépeignaient comme une espèce de tentatrice et de séductrice qui avait terni la réputation de Saul Watchler, qui avait poussé cet homme à la harceler et à commettre cet acte odieux. De nombreux amis ont coupé les ponts avec elle après la chute du grand Saul Watchler. Ils croyaient le mythe que la presse relayait. Elle a connu des moments très difficiles. Joy était loin d'être cette séductrice arrogante de Park Avenue. Elle était une femme très humble qui manquait de confiance en elle. En réalité, cette femme avait été terrorisée et harcelée pendant plus d'1 an. Sa fille avait été menacée, mise en danger. Et finalement, c'est elle que l'on traitait de criminelle. Saul Watchler est désormais arrêté. Mais étonnamment, le harceleur de Joy Silverman n'est pas encore complètement sorti de sa vie. Dix mois après son arrestation,
le juge disgracié Saul Watchler est condamné à 15 mois de prison. How do I feel? And my answer to that is I've had better days. Presque 2 semaines plus tard, il entre à la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord. L'ironie de l'histoire veut que Watchler ait continué à remplir son rôle d'exécuteur testamentaire des fonds du trust, dont Joy Silverman est bénéficiaire. 5 mois après son arrestation, Watchler s'est rémunéré 38 000 $ pour la gestion des finances de sa victime. À mon sens, il aurait dû se retirer en tant qu'administrateur du trust. Mais il a continué à gérer le trust, et même après son arrestation, il a prélevé une grosse somme d'argent du trust pour se rémunérer de sa fonction d'administrateur. Quand il est incarcéré à la prison fédérale, Watchler est radié en tant qu'exécuteur du trust dont est bénéficiaire Joy Silverman. Les derniers liens entre Saul Watchler et Joy Silverman sont rompus. Pour Joy, le prix à payer pour cet affranchissement a été terrible. Joy a perdu sa vie privée, sa réputation et sa tranquillité d'esprit. Je pense que comme beaucoup de victimes de harcèlement sexuel, Joy a finalement rejeté la faute sur elle. Je ne crois pas qu'elle le voulait, mais elle n'a pas pu s'en empêcher. À un moment, elle m'a dit « Je n'aurais jamais dû avoir une liaison avec un homme marié. » Joy connaissait Saul Watchler depuis longtemps. Cette relation a abouti à une liaison. Elle n'a pas commis d'acte criminel. Ce n'est pas elle la criminelle, c'est Saul Watchler. Durant son incarcération, il a écrit un livre. C'était ses mémoires de prison. Il y parle de ce qu'il a ressenti quand il s'est retrouvé en prison. Lui qui avait envoyé tellement de personnes derrière les barreaux. Le but de ce livre était soi-disant d'assumer la responsabilité de ses actes. Dans un passage, il écrit « C'est ma faute, mais je savais qui était Joy. Je suis adulte, j'aurais dû me méfier. » Elle a été décrite comme femme fatale. C'était une sorte d'excuse filtrée à travers le prisme du privilège et destinée à rejeter complètement la responsabilité sur Joy. Saul Watchler est libéré en août 1994. Il est retourné vivre avec sa femme. Ils sont toujours ensemble. Inébranlable, elle était restée fidèlement à ses côtés depuis 40 ans. Après la publication de ses mémoires de prison, Watchler entame une tournée pour en faire la promotion. You were robbing someone of their life. When you frighten someone, that's the worst thing to do to someone. No, it was a terrible thing to do to someone. Your judgment is so bad that you think, well, it's wrong, but it's all right because the end will justify the means. Les hommes bénéficient toujours de ce privilège que l'on qualifie de copinage. Saul avait réussi à se faire bien voir et à s'intégrer dans ce réseau de copains influents. À son retour, il a donc été accueilli à bras ouverts. Il y a un fait qui témoigne de la misogynie aux États-Unis. C'est que les hommes déchus se relèvent toujours. Parce que leurs copains riches et puissants veillent à ce que tout finisse bien pour eux. Saul s'est vu restituer son autorisation à exercer. Il a choisi de rester sous le feu des projecteurs et la société lui a offert cette opportunité. En revanche, Joy Silverman n'a pas eu cette chance. On continue à la juger. Joy Silverman a perdu sa vie privée, sa réputation, sa tranquillité d'esprit. Elle m'a dit que tout ce qui lui restait à présent, c'était sa dignité. Mais la dignité ne vous protège pas. Elle n'empêche pas la solitude. Elle ne garantit pas votre sécurité. Je pense que si l'histoire de Joy s'était déroulée aujourd'hui, elle aurait bénéficié de plus de soutien de la part de la communauté féminine dans son ensemble. Les femmes font face au pouvoir. Elles tiennent tête aux puissants comme jamais. Et elles se soutiennent les unes les autres. On est à une époque où l'on rend des comptes. Les voix des femmes se font plus puissantes, plus pertinentes.